Olivier, bonjour. Bonjour Vincent. Alors je vous propose qu'on aborde cette nouvelle année en imaginant un peu les perspectives de marché. Et j'ai envie qu'on commence en partant un peu des postulats qu'on entend le plus fréquemment en ce moment, c'est-à-dire que, eh bien, il est temps de se repositionner sur les cycliques parce que la situation sanitaire va s'améliorer inexorablement avec l'arrivée des vaccins, c'est ce qu'on entend dire. Qu'il faut privilégier plutôt les actions européennes parce qu'elles vont bénéficier d'un rattrapage par rapport aux actions américaines qui sont déjà très bien valorisées. Bref, qu'il faut danser tant que l'orchestre joue. Et l'orchestre, ce sont évidemment les banques centrales qui alimentent les marchés d'actifs en liquidité, qui cherchent à se placer et donc qui font monter les prix. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Mais que du bien, Vincent. Je n'en attendais pas moins de vous, Olivier. Mais que du bien. Non, bah c'est vrai que toute la hausse s'est faite sur les injections des banques centrales, comme prévu, je dirais. On en a parlé plusieurs fois ici, et je vous ai dit, le jour où il y aura un problème, le jour où les marchés baisseront, soit parce qu'ils priceront une récession ou autre, eh bien, vous aurez les banques centrales qui feront du all-in à ce moment-là, et elles ont fait du all-in, ça c'est le moins qu'on puisse dire, et puis elles continuent d'ailleurs, parce que maintenant elles ne peuvent pas revenir en arrière. Donc évidemment, c'est la poursuite de la fuite en avant. Alors maintenant, est-ce que on va avoir un scénario rose avec une crise sanitaire qui s'améliore? Alors moi, je ne sais pas si vous l'avez vu s'améliorer. Moi, je n'ai pas vu grand-chose. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a confinement sur confinement, que l'économie ne redémarre pas, et elle ne peut pas redémarrer puisque vous n'avez plus de consommation possible. Alors, ce qui m'amuse, c'est que les mêmes vous disaient « Oh là là, si on reconfine en automne, ça va être catastrophique. » On a reconfiné en automne, là on reconfine à nouveau. Enfin, c'est quasi acté. Alors là, vous avez le couvre-feu pour l'instant. On reconfine un peu partout en Europe. On va reconfiner, et donc je vois pas beaucoup pourquoi tout d'un coup 2021 serait une période de forte croissance et de rattrapage. Puis rattrapage, pour qu'il y ait un rattrapage, il faut que les gens aient de l'argent. Et là, aujourd'hui, je ne vois pas très bien comment les gens vont se mettre à consommer comme des fous quand on va enfin les déconfiner. Ce sera peut-être en 2023 ou en 2024, on n'en sait rien. À la vitesse, en plus, où on vaccine en France, il n'y a guère que Madame Michu et pas grand monde d'autres. Je vous rappelle les pourcentages de vaccination en France par rapport au reste de l'Europe, c'est minable. On est face à des gouvernements qui nous avaient pourtant dit et juré leur grand Dieu qu'ils étaient prêts. Qu'est-ce que ça aurait été s'ils ne l'avaient pas été prêts? Là, c'est minable. Alors, après, je ne rentrerai pas dans la discussion de savoir s'il faut se faire vacciner ou pas, si on a eu le temps de tester ces vaccins ou pas, et si ça ne va pas nous préparer une catastrophe derrière ou pas. Mais le fait est que dans tout ce qu'ils font, ils sont nuls. Donc quand je vois M. Bruno Le Maire qui nous annonce fièrement que la croissance va payer la dette, j'ai quand même tendance à lui demander où il la voit, la croissance, parce que vous n'aurez pas de croissance. La croissance du PIB, il faut bien savoir ce que c'est. C'est quand même à 70%, enfin aux 2/3, c'est de la consommation. Bon, comment les gens vont-ils consommer? Pourquoi il y a eu pendant 1 an et demi des gilets jaunes? Les gilets jaunes, au départ, c'est quoi? C'est des gens qui travaillent et qui, malgré tout, n'arrivent pas à boucler les fins de mois et qui sont à découvert le 15 du mois. Là, aujourd'hui, ils ne sont pas à découvert le 15 du mois, ils sont à découvert le 2 du mois. Et puis même, ils sont à découvert tout le temps. Donc, faut pas rêver. Enfin, je veux dire, arrêtons de tabler toujours sur une croissance hypothétique, alors que avant même
le Covid, avant même la gestion du Covid, parce que le Covid, il y est pour rien, lui. Avant même la gestion du Covid, on était sur un potentiel de croissance en France qui était minable, qui était entre 0 et 1. Donc, excusez-moi, mais ça ne s'est pas amélioré avec le Covid, que je sache. Donc, on s'est amusé à créer une dette qu'on ne pourra évidemment absolument pas rembourser, qui va peser sur la croissance future. Donc, il faut arrêter avec ce genre de déclaration totalement idiote. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les marchés financiers. Les marchés financiers, ça fait longtemps ils sont complètement déconnectés de la valeur réelle des choses et de l'économie réelle. Vous voulez dire qu'il faut qu'on distingue la valeur et le prix? Mais oui, non, mais c'est une évidence. Si vous voulez, aucun titre aujourd'hui n'est à sa vraie valeur. Et parce que si vous calculez sur... quand vous valorisez un titre, vous le valorisez sur la croissance de ses résultats futurs. D'accord ? Là, aujourd'hui, vous les connaissez, les résultats futurs. Ça dépend de la poursuite de la gestion de la crise. Donc, vous savez très bien que vous allez avoir un certain nombre de sociétés qui sont en fait des sociétés zombies, qui sont en faillite et qui sont encore valorisées extrêmement cher et qui continuent à monter. Pourquoi ? Tout simplement parce que les banques centrales continuent à fiouler la hausse. Donc ça fait bien longtemps qu'on a quitté toute raison et tout système de valorisation. Aujourd'hui, vous avez une économie qui est là à l'arrêt, vous avez un PIB qui va reculer d'une façon qu'on n'a jamais vue. Ni en 2020 et en 2021, ça sera exactement pareil. Il n'y aura pas d'amélioration en 2021 pour vous? Non, mais il n'y aura pas d'amélioration pour la bonne et simple raison que vous allez continuer à peser sur l'économie. Donc, excusez-moi, mais c'est justement là maintenant qu'on va avoir les problèmes. Pourquoi ? Parce que tant que vous aviez des aides, du chômage partiel, etc., eh bien, ça entretenait un espèce de semblant d'illusion que les choses se passaient pas trop mal. Mais ça, vous allez arrêter à un moment. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez des chômeurs partiels qui vont se transformer en chômeurs tout court. Bon, et le chômeur tout court, que je sache, c'est pas lui qui a un pouvoir d'achat qui augmente. Bon, donc évidemment, vous allez avoir une baisse et une poursuite de la baisse de la croissance. Et donc, excusez-moi, mais dans ce cas-là, je ne vois pas très bien comment on peut justifier que les marchés continuent de monter sur une valorisation soi-disant en hausse. Donc, on sait très bien que ces marchés-là, aujourd'hui, sont complètement drivés par les banques centrales, que c'est elles qui fixent les prix, qui administrent les prix. Donc, on est dans un régime soviétique, on n'est pas dans un régime capitaliste ou libéral, comme on en parle souvent. On est dans un régime purement soviétique où les moyens de production sont nationalisés, dépendent de l'État, qui... sauf ses petits camarades de jeu. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe sur la Gardère aujourd'hui. La Gardère qui est mal gérée depuis que Jean-Luc est mort, le père, et que Arnaud a pris les rênes. C'est géré n'importe comment. Donc, évidemment, ça devait en arriver là. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On lui fait un prêt garanti, 460 millions, pour éviter que cette boîte saute. Mais cette boîte devrait sauter. Et pourquoi elle ne saute pas ? Parce que là-dedans, vous avez pas mal de titres de presse et que ça arrange bien M. Macron qui a besoin de faire sa promotion. D'accord ? Donc, il le fait uniquement pour ça. C'est pas pour autre chose. Faut pas Donc, vous avez un système qui, aujourd'hui, entretient un certain nombre d'entreprises qui devraient couler, qui n'aident pas les entreprises qui, elles, avait du potentiel avant de se faire fermer manu militari par Macron et sa bande. Et donc,
vous avez des marchés qui sont déconnectés aujourd'hui et qui ne varient simplement que parce que la Banque centrale dit ça vaut tant. Et ça peut durer, on se l'est déjà dit maintes fois, ça peut durer très longtemps. Ah ben ça peut durer très longtemps. La seule chose que les gens ne comprennent pas, c'est que ça a des conséquences. Voilà. Donc vous avez des gens qui vous disent « Ouais, mais de toute façon, il n'y a pas de conséquences parce qu'on va annuler la dette, parce que... etc. » Tout ça, c'est des bêtises. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir à un moment soit les banques centrales qui vont dire stop en disant on ne peut pas continuer à financer des déficits budgétaires comme vous faites ad vitam aeternam. Donc, et à ce moment-là, fin du jeu, hein, on va arrêter de danser, sauf qu'il n'y aura pas assez de sièges pour tout le monde. Hein. Et puis, ou alors, la Banque centrale continue à imprimer à tour de bras, et à ce moment-là, c'est la monnaie qui va filer. C'est tout. C'est-à-dire qu'on va se déclencher une espèce d'hyperinflation majeure, et on va se retrouver tous avec des brouettes de billets à essayer Parce qu'il y a des réalités. Pendant ce temps-là, vous avez des banques qui vont de plus en plus mal. J'ai vu que dans la dernière promotion de la Légion d'honneur, il y avait M. Oudéa, ça m'a fait hurler de rire. Je m'en suis pas remis encore. Donc, plus on gère mal en fait une société, plus on est promu aujourd'hui. C'est ça qui est bien. C'est plus la promotion canapé, c'est la promotion de l'incompétence. Donc, on a ça à tous les niveaux. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, je reviens aux deux conséquences que vous évoquez. Vous disiez, bon, finalement, soit les banques centrales cessent à un moment ou à un autre, et puis là, le roi est nu. Finalement, on se rend compte qu'on a un certain nombre de choses, de problèmes à régler, et on ne sait pas trop comment s'y prendre. Bon, ça suppose que les banques centrales soient encore indépendantes. Pardonnez-moi, mais dès lors qu'elles ont accepté de monétiser les dettes, elles le sont plus. Elles le sont plus, mais indépendance est tout de même sujette à caution. Après, elles savent très bien. Elles sont pas. Alors, vous me direz, certains savent très bien, dirigeants de banque centrale. Les autres, j'hésite. Mais quand je vois qu'on a nommé Madame Lagarde à la BCE, si vous voulez, je suis un peu sceptique sur les choses. Mais soit vous avez des banquiers centraux qui quand même mettre la pédale sur le frein, ce que je ne crois pas, hein, je ne pense pas que ce soit ce qui va se passer. Je ne crois pas non plus qu'il y ait une prise de conscience soudaine que tout d'un coup trop c'est trop, etc. Parce que ça paraîtrait quand même très, très curieux. Des gens qui ont posé leur cerveau sur leur table de nuit depuis des années déjà vont pas tout d'un coup le récupérer et le remettre dans leur tête. Donc j'ai des doutes là-dessus. Non, je pense que ça se fera par un événement extérieur, et un événement extérieur qui est rattrapé par la réalité, c'est-à-dire que vous allez avoir, à mon avis, une crise sociale gigantesque. Gigantesque, c'est-à-dire ça sera les gilets jaunes x 100, quoi. Avec des émeutes, etc. Je pense que malheureusement, on en est là. Pourquoi? Parce que vous avez toute une partie, en gros, de ce qui était la classe moyenne qui va se retrouver à la rue. Donc, les gens vont être passablement énervés. Et si, en plus, on continue à avoir... Là, ça devient manifeste, c'est tellement gros, si vous voulez, que c'est tous les jours. C'est tous les jours, on a une nouvelle où on se dit non, c'est pas vrai, c'est une blague. Ben non, c'est pas une blague. Et ils sont tellement incompétents qu'à un moment, ça va énerver tout le monde. Donc je pense que... Et ça se fera comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment, les choses vont se passer dans la rue, et ça repassera, si vous voulez, ça sera l'élément déclencheur de ce qui va se passer dans la finance. Mais pour vous, ça ne concernera pas que la France, parce que j'ose dire qu'à l'échelle de la planète financière, la France compte pour peu. Donc même s'il y avait des troubles sociaux, ça aurait une incidence, certes, mais pas globalement. Est-ce que vous voyez ces troubles sociaux plutôt se répartir un peu partout sur la planète? Vous l'aurez partout sur la planète. Vous l'aurez aux États-Unis aussi bien. Enfin, faut pas penser que les États-Unis vont bien. Enfin, j'espère que personne n'y croit. Les États-Unis, pareil, la bourse monte. Pourquoi? Parce que la fête des livres, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Et pourquoi elle délivre? Parce qu'elle n'a pas le choix.
Parce que si jamais elle ne le fait plus, qu'est-ce qui se passe? Vous avez les marchés qui s'écroulent, et si vous avez les marchés qui s'écroulent, vous avez les fonds de pension qui s'écroulent, donc vous ne payez plus les retraites à personne. Si vous ne payez plus les retraites aux États-Unis, il faut voir que... faut voir ce que c'est. C'est quoi le peuple américain? C'était des bandits de grand chemin, irlandais, français, etc., qui sont partis aux États-Unis faire les États-Unis. C'est des gens qui sont armés, tous. Il y a quand même un souci. Donc ça peut en effet partir en vrille là-bas. Donc oui. Je reviens aussi à votre deuxième hypothèse qui était celle de la perte de la valeur de la monnaie. Finalement, vous avez un peu répondu par anticipation à ma question parce que j'avais envie de vous dire, bon, le premier scénario supposerait l'indépendance des banques centrales. Cette indépendance, elle n'est que virtuelle. En fait, elle est factice aujourd'hui puisque les banques centrales ont accepté de monétiser. Et le deuxième scénario, oui, il serait très logique, sauf que tout le monde a appliqué grosso modo la même politique et que donc les grandes monnaies sont toutes des baudruches qui pourraient se dégonfler en même temps. Donc, mais dans un monde... Est-ce que vous classez l'euro dans les grandes monnaies? Alors, ça dépend de ce que vous appelez, enfin, ce que vous mettez derrière grande monnaie. Mais des monnaies, oui, il y a tout de même, c'est une monnaie de référence, malgré tout. La monnaie de référence, c'est le dollar. C'est une monnaie de référence, mais qu'on n'a jamais pu élever au niveau du dollar. Même dans les réserves des banques centrales, elle ne fait absolument pas le poids qu'elle devrait représenter, logiquement. Donc, excusez-moi, mais c'est pas une monnaie... indestructible et forte. Donc, je ne dis pas qu'elle soit indestructible, je dis qu'aujourd'hui, on a des grandes monnaies qui se retrouvent un peu toutes avec des fondations bien fragilisées. C'est plutôt ça l'idée. Et c'est que, oui, si on avait une grande disparité entre ces monnaies, eh bien, en effet, le risque de correction monétaire... Vous avez le risque en interne. Où va l'argent des banques centrales? L'argent des banques centrales, il va dans la poche des 0,1% des gens qui sont les plus riches. Aux États-Unis, c'est très clair. M. Obama a réussi en 2 mandats à faire disparaître la classe moyenne américaine. Donc vous avez des très pauvres et puis vous avez des très 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 riches. Mais cet argent, il va s'injecter où aussi? Il va s'injecter dans l'immobilier, il va s'injecter donc dans d'autres actifs. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer tout simplement que les gens n'auront pas assez d'argent, la grande majorité de la population, pour s'acheter un appartement, pour y vivre, ou pour louer un appartement et pour y vivre. Donc vous risquez quand même de gros soucis. Mais on est bien d'accord, Olivier. Mais c'était pour bien insister sur le fait que peut-être le scénario de déraillement, il procédera avant tout d'un risque social, comme vous le décrivez, oui, plus que d'un risque moi, je suis persuadé de politique monétaire des banques centrales ou d'affaiblissement monétaire. C'est ce que je veux dire. On le voit très bien dans beaucoup de... Là, il n'y a pas la moindre, aujourd'hui, il n'y a pas la moindre question qui se pose sur le fait que, à force de créer des billets et rien en contrepartie, votre monnaie descend. Les gens aujourd'hui en ont pas conscience. Donc, évidemment, ils vont pas se réveiller demain matin en se disant « mais mon Dieu, mon billet ne vaut rien ». Donc, ça se fera autrement et ça se fera très probablement, mais ça fait un moment que je dis ça, je pense que ça se fera par quelque chose qui va se passer plutôt dans la rue, plutôt qu'une prise de conscience ou plutôt qu'une... à un moment, je pensais qu'une banque allait dérailler. Bon, pourquoi? Parce que, souvenez-vous quand même, en 2019, on parlait beaucoup de la dette pourrie qu'il y avait dans les banques italiennes, par exemple. On parlait beaucoup de la Deutsche Bank qui était au bord de la faillite. On parlait de la Société Générale qui était en faillite. On parlait etc. Bon, il m'a pas semblé que les choses s'amélioraient en 2020. Donc, mis à part sur les marchés financiers, où elles ont gagné de l'argent, mais dans leur activité de base, non.
Et donc, il faut se dire que là, aujourd'hui, pour le coup, il va y avoir un certain nombre d'emprunts qui ne seront jamais remboursés parce que la boîte fera faillite ou la personne sera incapable de rembourser. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va y avoir des banques en difficulté. Mais on l'a vu, et on l'a vu X fois, si vous voulez. Alors, à moins qu'à un moment, il y ait un pépin qui soit tellement gigantesque que les choses deviennent compliquées, même pour une banque centrale. Mais sinon, la banque centrale, s'il y a besoin de 10, 20, 30, 40 milliards, elle les imprimera, c'est tout. Et elle tiendra le système, même avec une entreprise qui n'en peut plus, qui est morte, elle continuera à payer parce qu'il faut entretenir l'illusion encore un peu, quoi. C'est une minute, monsieur le bureau. Donc, je pense qu'on peut tenir comme ça. Si c'est pas un accident vraiment extérieur, je pense que la finance est tellement en roue libre et depuis un paquet maintenant d'années. Là, elle a considérablement accéléré, mais depuis un paquet d'années, c'est comme ça. Elle est tellement en roue libre, on est tellement déconnecté de tout. C'est tellement les banques centrales qui administrent les prix, etc., que je vois pourquoi ils ne continueraient pas à les administrer, quel qu'en soit le coût. Parce qu'aujourd'hui, elles s'en foutent complètement. C'est-à-dire que, et c'est ça, moi, sur lequel j'ai fait une erreur majeure en 2009, en 2010, en 2011, c'est que je ne croyais pas que les banques centrales seraient assez folles pour faire ce qu'elles font. C'est-à-dire, elles sont en train mécaniquement de détruire l'économie réelle. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que au-delà de dire « Ah bah oui, mais elles gagnent du temps, elles ont imprimé parce que ça permettait de tenir le système, etc. » Non, elles ne tiennent pas le système. Elles créent une illusion d'un système qui fonctionne, et pendant ce temps-là, elles détruisent les sous-jacents, elles détruisent l'économie réelle. Et c'est ça le truc qui est gravissime. Et moi, au départ, je ne pensais pas, alors j'étais d'une naïveté monumentale, c'est-à-dire que je pensais que les banquiers centraux étaient des gens raisonnables, intelligents, etc., et qui œuvraient pour le bien commun. Pas du tout. C'est des enfoirés. C'est des enfoirés ou des incompétents, ou les deux. Et ils détruisent aujourd'hui complètement l'économie réelle. Voilà. Mais ils sont contents parce que pendant ce temps-là, leurs petits copains continuent à faire du fric. En zombifiant l'économie, en fait. Oui, tout à fait. Et puis en faisant en sorte que un marché, c'est un fournisseur de signaux, si vous voulez. Quand vous avez un titre qui s'écroule, c'est le signal que derrière les fondamentaux ne sont pas là, que vous avez une entreprise qui ne va pas bien. Le prix est le signal. Le prix est le signal. Le marché fait le signal. Là, pas du tout. Il n'y a plus de signaux puisque le marché ne fait que monter, même sur des boîtes complètement pourries, même sur des escroqueries monumentales. Vous continuez à monter. Donc, à partir de ce moment-là, vous n'avez plus de signaux. Vous ne savez plus la valeur réelle des choses. Donc, comme vous ne la connaissez plus, vous faites des erreurs monumentales que vous paierez. Dans le scénario, enfin les scénarios que vous esquissez, bon, vous semblez dire que finalement, aujourd'hui, pour briser cette mécanique, il faudrait un choc exogène. C'est pas juste, il faudrait un choc exogène puisque les banques centrales vont rester au soutien quoi qu'il arrive. Mais ce choc exogène, vous le précisez, pour vous, ça sera probablement un choc social. Mais est-ce que... Ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être autre chose, mais la probabilité, selon vous, est assez élevée aujourd'hui. Que ce soit autre chose qu'une prise de conscience financière. Maintenant, ça peut être une guerre, ça peut être n'importe quoi. Enfin, je veux dire, j'ai pas de boule de cristal et j'en sais rien. Mais revenons sur la question sociale, puisqu'on sait tout de même qu'elle est prégnante, puisque en effet, la politique des banques centrales, vous n'êtes pas le seul à le dire, plein de gens le constatent, ne fait qu'accentuer les disparités entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Ça, c'est un fait
relativement incontestable. C'est un réveil tardif de pas mal d'économistes. Ouais. Est-ce que, malgré tout, les banques centrales n'ont pas encore la possibilité, puisqu'elles se sont engagées dans une politique que vous décrivez comme folle depuis un certain nombre d'années, mais d'éteindre, ou en tout cas de retarder l'incendie social en faisant ce qu'elles ont déjà commencé à faire dans certains pays, c'est-à-dire distribuer de l'argent directement aux ménages, faire de l'hélicoptère-monnaie à grande échelle. Vous pouvez faire de l'hélicoptère-monnaie, vous allez, alors là, pour le coup, créer beaucoup plus vite un phénomène d'hyperinflation. Donc, tant mieux qu'ils le fassent. Tant mieux qu'ils le fassent. Mais est-ce qu'elles n'ont pas commencé Parce que là, ça va rentrer directement dans les prix. Faut pas se faire d'illusions. Si on vous donne de l'argent comme ça, gratuitement, d'ailleurs, pourquoi se limiter ? Pourquoi se limiter ? Pourquoi se limiter ? On dit, on va vous verser 2000 euros ou 1000 euros, etc. Pourquoi se limiter ? Puisque vous les fabriquez et que ça n'a aucune conséquence, mettez 50 000 par personne par mois. Pas de raison. Bon, ça va bien se passer. Puisqu'il n'y a aucune conséquence selon Bruno Le Maire et nos grosses têtes pensantes. Allons-y. Pas de limite. Pas de limite, pas de conséquences. Ouais, tout va bien. Allez-y. Bon. Moi, je serais ravi. Ça va me faire marrer, je pense. En ce qui concerne les recommandations adressées à un investisseur aujourd'hui, parce que finalement, ce que vous décrivez, c'est pour vous une sorte de mécanique infernale qui nous mènera tôt ou tard à une catastrophe, même si on n'en connaît pas le déclencheur, puisqu'il sera, selon toute probabilité, exogène pour vous. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut raisonnablement s'abstenir d'être sur les actions ? Et peut-être qu'il y a... En fait, il ne faut peut-être pas raisonner en termes globaux. Peut-être qu'il y a des stratégies particulières à avoir sur les marchés actions pour, malgré tout, tenter de faire fructifier son épargne. Alors, moi, je raisonnerais plus en investisseur, mais plutôt en essayant de préserver le patrimoine que vous avez. Aujourd'hui, vous pouvez, il y a toujours des choses à faire, mais il faut rester, à mon avis, très mobile sur une petite partie de son portefeuille, parce que aujourd'hui, on est quand même en danger. Et là, on vient de le dire, le coup, il viendra de l'extérieur, donc le coup, il va venir brutalement, si vous voulez. Et donc, vous n'aurez pas forcément le temps de vous en tirer. Donc, mais vous avez, vous pouvez continuer à faire des choses intéressantes. La seule chose, moi, que je conseillerais, c'est, j'ai pas arrêté de le faire, et ça fait un moment, c'est d'essayer le plus possible d'avoir des actifs qui sont des actifs réels. Ou en tout cas, dont le support est un actif réel. Donc, vous aviez en effet, dans nos allocations d'actifs dont on avait discuté les autres fois, on disait l'or, l'argent, le platine. Vous en avez un dernier, moi que j'ai joué un petit peu plus récemment, c'est l'uranium. L'uranium, pourquoi ? Tout simplement parce que, à part nous, Français, qui fermons une centrale nucléaire, je rappelle que pendant ce temps-là, les Chinois en ouvrent 400. Donc, il y a une demande, parce que ça n'empêche qu'aujourd'hui, il vaut quand même mieux avoir des centrales nucléaires plutôt que des centrales à charbon. Et donc, les gros ventilateurs là, qui servent à rien. Et qui polluent encore plus. Donc, vous avez très probablement une hausse intéressante sur l'uranium. Et vous avez certains titres pour les jouer. Alors, j'allais vous le demander, parce que comment jouer l'uranium, c'est pas alors, vous avez un certain nombre de titres qui sont cotés aux États-Unis ou au Canada. Vous avez une boîte, par exemple, qui s'appelle Uranium Participation,
à Toronto. Voilà, mais vous en avez d'autres. Vous avez plein de manières de jouer, mais c'est ça qui, à mon avis, est intéressant. C'est d'essayer de jouer des choses qui ont un rapport avec un actif réel et non pas quelque chose qui n'en a aucun. Et puis faire extrêmement attention, une diversification en devises parce que justement certaines devises risquent d'avoir des soucis. Et puis voilà. Enfin, alors, vos devises fétiches sont lesquelles? Vous pouvez nous les rappeler? Bon, les devises fétiches, vous en avez quelques-unes dont on avait parlé les dernières fois, mais vous avez couronne suédoise, couronne norvégienne, vous avez dollar de Singapour, vous avez même le dollar américain, parce que alors là il y a quand même un truc qu'il faut surveiller, c'est les résultats des élections, parce que je pense que M. Biden, qui en fait rire beaucoup en France, va pas faire rire très longtemps. Parce que c'est quand même assez hallucinant ce qui se passe aux États-Unis en termes de démocratie, et pour la plus grande démocratie du monde, élire un type qui est à Alzheimer au dernier degré, ça me perturbe un peu. Donc, qui est de la même trempe que M. Obama, qui va donc faire la guerre un peu partout. Tout en ayant le prix Nobel de la paix. C'est habituel depuis quelque temps. Donc je pense que les ennuis commencent. Et vous étiez plutôt favorable au dollar américain, malgré tout. Mais j'étais plutôt favorable au dollar américain. Et je reste quand même favorable au dollar américain parce que, comme vous le disiez, toutes les devises sont cotées les unes par rapport aux autres. Et alors, en revanche, il y a une devise à laquelle je suis assez allergique, c'est l'euro. Donc, je t'aurais pas deviné, tiens. Bah oui, mais si vous voulez, quand un truc est pourri, il est pourri. Donc, il faut juste le temps que les gens s'en aperçoivent, mais ça reste pourri. Et je pense que le Covid a quand même été un bon révélateur de la non-existence de l'Union européenne comme une union où les gens travaillent ensemble et s'aiment. Vous savez, le couple franco-allemand, ça fait longtemps qu'ils ne couchent plus ensemble. Donc, pour résumer, plutôt des stratégies un peu ciblées sur des biens tangibles, en fait, des matières premières, uranium tout de même. D'ailleurs, vous aviez une stratégie il y a quelques mois que vous nous aviez expliqué, c'était plutôt, et vous aviez cité Gazprom, acheter finalement des producteurs de matières premières qui produisent en devise locale relativement faible et qui exportent en dollars. Voilà, c'est intéressant, plutôt que d'aller jouer sur les majors que tout le monde connaît. C'est aussi pour se diversifier, c'est-à-dire que faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, toutes les gestions sont toutes sur les mêmes titres. Toutes. Bon. Pourquoi ? Vous regardez ce qui s'est passé sur l'année 2020 sur le Nasdaq. Le Nasdaq a monté avec 5 valeurs. Bon, si vous n'étiez pas sur ces 5 valeurs, vous ne faites pas la performance du Nasdaq. Et donc, le client vous le reproche. Exactement. Et donc, si vous voulez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les fonds, toutes les gestions, sont sur les mêmes 5 valeurs parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est toujours le même système, c'est le phénomène d'entonnoir. Le jour où ça se passe mal, le jour où la bourse redescend, ça va être la panique. Tout le monde va vouloir sortir des mêmes 5 valeurs et là, il n'y aura plus personne en face. Donc je pense qu'il vaut mieux dans ces cas-là, si tant qu'à jouer sur les actions, aller sur des actions sur lesquelles les autres ne sont pas tous.
Et vous avez en effet, alors ne croyez pas que c'est parce que je travaille sur RT que je vous parle d'une action russe, mais la Russie par exemple, avec Gazprom, c'était quelque chose qui était intéressant. Pourquoi ? Parce que le pétrole russe, il sort à peu près à 19 $ le baril. Pas à 50 ou 60 ou 70 comme les pétroles de schiste, à 19 $. Donc, eux continuaient à gagner de l'argent, si vous voulez, quand le pétrole était à 30. Maintenant, ils en gagnent encore un peu plus quand le pétrole est à 50. En revanche, les Américains continuent à en perdre. D'accord ? Ça, c'était la première chose. Et puis, la deuxième chose qui était intéressante, c'est que les coûts d'extraction, les coûts salariaux de Gazprom sont payés en roubles. Et ils vendent leur pétrole pas en roubles, ils le vendent en dollars. Et donc le fait que le rouble ait baissé énormément par rapport au dollar, les avantage énormément aussi. Donc ils ont une marge qui est bien plus importante. Et donc aller sur ce genre de titre qui bénéficie non seulement de coûts inférieurs, mais aussi de conditions de vente dans une monnaie forte qui n'est pas la leur, eh bien ça me semble plus intéressant que d'aller jouer sur une BP ou même une Total que tout le monde a dans les portefeuilles. Donc avoir des stratégies un peu originales, se dire que l'heure est plutôt à la préservation du capital qu'à la performance, c'est ce que vous nous avez dit. On a bien entendu les stratégies que vous avez évoquées, et puis de penser aux devises. Là encore, vous en avez cité quelques-unes pour ne pas avoir tous ces œufs dans le même panier. Olivier, merci. On souhaite tout de même une bonne année. Bien sûr.